Bonsoir Elisabeth. Bonsoir Rémi. Voilà, donc bonsoir, j'espère que tout le monde nous entend bien. Bien, bonsoir à tous. Et donc, je vais commencer par me présenter parce que je suppose que certaines personnes ne me connaissent pas. Donc, je suis Elisabeth Free, j'habite en Haute-Savoie depuis maintenant 7 ans. Et avant, j'ai habité 18 ans en Touraine et avant en région parisienne principalement. Donc, j'ai une formation de base scientifique puisque j'ai fait une thèse en immunologie bactérienne. Et après quelques années dans la recherche, j'ai intégré un laboratoire pharmaceutique suédois qui était spécialisé dans la dialyse, où je suis restée presque 12 ans. Et j'en suis partie en 98. Voilà. Je dois préciser que cette expérience dans le monde de l'industrie pharmaceutique a été particulièrement riche pour moi, parce que ça m'a permis de développer et d'intégrer plus de structure, de rigueur, et puis de vraiment développer une intégrité et un discernement, en tout cas en lien avec ma fonction. Voilà. Mais après quelques années, j'ai quand même ressenti assez vite la nécessité ou un fort appel d'aller explorer différents univers de l'expression et de la création. Alors, j'ai commencé dans les années 90 à faire différents ateliers, pas mal en lien avec la création artistique. Et je vais ainsi découvrir en 93 l'univers des mandalas que je ne quitterai plus. En fait, c'est comme si j'étais tombée dans la marmite d'Obélix ou de Panoramix. Et donc, c'est un sujet qui va être un peu une révélation pour moi. Alors aujourd'hui, plutôt qu'une conférence théorique, je vais vous proposer plutôt un voyage, une découverte du monde des mandalas à travers mon vécu et cette expérience que j'ai acquise depuis maintenant 30 ans. Et aussi à travers un cheminement dans l'espace et le temps qui m'a amené petit à petit à découvrir une dimension plus subtile, que ce soit en moi ou à l'extérieur, et à vivre et prendre conscience de ce processus de transformation qui a pu se faire. Voilà, d'où ce titre, Mandala, chemin d'évolution et de transition, processus d'éveil et de transformation. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai découvert la première fois un mandala lors d'un stage sur la conscience, donc en 93. Et je rappelle qu'à l'époque, les mandalas, personne ne connaissait ou presque, à part peut-être quelques experts. Le seul livre qui existait, c'est celui que je vous ai indiqué, qui s'appelle Mandala, comment retrouver le divin en soi, d'un médecin allemand qui s'appelle Rüdiger Dahlke, et qui avait publié son livre en 88, qui a été réédité en 94. Donc moi j'ai eu cette édition-là, maintenant qui devient difficile à trouver, et qui a été longtemps un peu comme la Bible des gens qui s'intéressaient au mandala, parce qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Donc, cette réalisation du premier mandala m'a incité à acheter ce livre, puis j'ai commencé à le lire. Et ce qui était intéressant, c'est que ce livre, c'était sans doute le premier ou un des premiers qui intégrait dedans des pages avec des dessins soit de rosaces de cathédrale ou de labyrinthe ou d'autres formes et proposait de colorier. Donc ça, c'est sans doute un peu un des premiers qui a généré ensuite les coloriages. Il faut rappeler que les coloriages de mandala ont été développés surtout à partir des années 2000. Voilà. Donc, ce livre m'a donné au départ l'envie de colorier quelques-uns et moi, très rapidement, le coloriage, ça m'a rasé. Voilà. J'ai eu envie très vite d'être plutôt dans la création. Donc, il s'est trouvé qu'il y a eu un événement à ce moment-là, à cette époque. Ma mère a eu un cancer et en fait, je lui ai proposé de faire des mandalas, qui a été un vrai processus de guérison pour elle. Et donc, elle m'a initiée à l'aquarelle. Et en 94, au moment de la fin de son traitement, je l'ai emmenée faire un voyage pour se reposer et on a peint des mandalas ensemble. Et pour moi, ça a été
je pense pour nous deux, bien sûr, ça a été le début d'une, comment dire, compréhension peut-être pas encore, mais d'un ressenti que vraiment le mandala pouvait être extrêmement utile dans un processus de guérison, que ce soit de malade ou d'ailleurs de non malade. Et donc, ça nous a énormément apporté, en tout cas toutes les deux. Et lorsqu'elle était complètement guérie, ma maman étant suédoise, elle a proposé une exposition de nos deux mandalas, donc les mandalas qu'elle a fait pendant toute sa maladie, plus les miens, dans des hôpitaux à Göteborg et à Stockholm. En France, malheureusement, ça a été refusé. Voilà, donc ça a été, j'ai commencé comme ça, donc en 94, à faire mes premiers mandalas, qui étaient évidemment au départ des petits et qui était quand même par une belle initiation. Donc, en 95-96, j'ai découvert, je suis allée voir deux expos au Parc de la Villette à Paris. La première sur le mandala du Kalachakra. Donc, le mandala du Kalachakra, c'est le mandala le plus célèbre et le plus connu des Tibétains, des moines tibétains, puisque ça évoque la roue du temps. Et lorsque le Dalai Lama a commencé à visiter l'Occident, c'était systématique, il faisait ce mandala. C'est d'ailleurs le mandala le plus complexe, qui est réservé d'ailleurs par les moines qui vivent autour du Dalai Lama. Et en fait, bien sûr, le, le résultat était magnifique. Et moi, je l'ai vu plutôt en cours de formation. Et ce qui m'a surtout, moi, impressionné, le Dalai Lama est évidemment pas là, ce qui m'a impressionné chez les 5 moines qui étaient présents, c'est une qualité d'être extrêmement calme, extrêmement posée. On n'était pas très nombreux à être présents ce jour-là. Et ça a éveillé chez moi comme un appel de me dire comment ça se fait qu'ils sont comme ça, et une envie, comme une quête, ça a réveillé comme une quête chez moi d'aller vers cet objectif. Rappelons qu'à cette période, je voyageais énormément, beaucoup de responsabilités, donc c'était vraiment deux mondes très différents. En 96, je vais voir une autre expo qui a été faite par les mêmes commissaires sur les peintures Navarro, qui était également, alors le mandala chakra était aussi proposé par la Fondation Jung, les peintures Navarro, alors je ne me souviens plus, mais là pareil, j'ai été très impressionnée par l'attitude des Amérindiens qui étaient là et qui, évidemment d'une façon extrêmement différente, travaillaient avec une sérénité inouïe sur leurs peintures de guérison. Alors, savoir que les peintures de guérison se font sur les corps des malades souvent, mais il y en a aussi qui sont représentés sur des supports plus solides. Voilà. Donc, ces deux expositions, pour moi, ont été vraiment un déclic, et un déclic de vraiment poursuivre une démarche personnelle, de développement personnel à l'époque, pour aller vers plus de conscience et essayer de toucher ce que je sentais chez ces différentes populations. Alors, entre-temps, en 1998, ben, je quitte Paris, je quitte l'industrie pharmaceutique parce que je m'aperçois que c'est plus du tout dans mes valeurs, et je déménage en Touraine. Et là, en Touraine, je vais faire une reconversion en art-thérapie et je vais travailler, une formation de 3 ans, et je vais travailler 2 ans avec des handicapés, des enfants handicapés moteurs. Et ces 2 années ont été extrêmement riches pour moi, tant sur le plan humain que pour vraiment développer différents ateliers qui puissent être accessibles pour ces enfants. Donc, ça a été très, très riche. Et comme beaucoup, puisqu'ils avaient des problèmes moteurs, avaient des difficultés parfois à peindre, j'ai commencé à réfléchir à beaucoup de matériaux plus solides et notamment des choses qu'on pouvait trouver dans la nature. Et c'est l'idée m'est venue de faire ce que j'ai appelé les mandalas éphémères de la nature. Voilà, qui sont des mandalas, je vais les décrire après, mais qui sont des mandalas qui sont faits avec tout ce qu'on peut trouver dans la nature,
tant au niveau règne minéral, végétal ou animal. Donc, c'était une belle expérience qui a commencé à ce moment-là. Alors en 2007, j'ai continué en parallèle à peindre des mandalas. Vous en voyez un au centre. Et en 2007, alors que jusqu'à présent, je ne montrais pas trop mes peintures, je me sentais pas peut-être à même d'être considérée comme une artiste. Et grâce à mon mari de l'époque, qui m'a poussée à faire une exposition, et bien, je me suis décidée, et c'était une magnifique expérience parce que beaucoup de personnes sont venues et ont été vraiment touchées par le côté universel de mes mandalas et toutes les couleurs qui ont beaucoup apprécié. Voilà, donc pour moi, ça a été aussi une forme de reconnaissance. Et en 2008, là, je commence un autre type de mandala que j'ai appelé les mandalas gourmands parce que je faisais pas mal de cuisine et j'ai commencé à faire des mandalas culinaires à l'aide de crudités ou de fruits ou des plantes sauvages. Et je proposais ça aux amis qui venaient chez nous et tout le monde était complètement conquis par cela. Donc, les mandalas gourmands, c'est donc une autre approche et qui a beaucoup de succès. La même année, je rencontre Marc Grolimund, qui est agroécologue et paysagiste de formation, et qui a été une personne avec laquelle j'ai beaucoup sympathisé parce parce c'est un grand connaisseur de la nature sous toutes ses formes et de la terre aussi. Et lui a mis en place ce qu'on appelle les mandalas jardins en puisant sur les approches à la fois tibétaines, chinoises et européennes pour développer, je dirais, de la permaculture en même temps, en se basant aussi sur les connaissances tibétaines et voilà. Donc ça, c'était une belle rencontre et nous ferons plus tard donc un mandala jardin. Voilà. Et ensuite, disons en septembre 2008, là, une grande expérience aussi pour moi. J'ai été invitée au festival Mandala pour la paix à Brantôme dans le Périgord. Et là, j'ai à la fois exposé des mandalas à l'aquarelle et puis en parallèle des Tibétains qui faisaient un mandala selon leur tradition à l'intérieur de l'abbaye de Brantôme. J'ai, avec mes associés qui m'ont aidé, on a proposé différents mandalas, dont un avec des schizophrènes paranoïdes sévères, un avec des handicapés mentaux, deux avec les enfants des écoles, et le dernier, commencé par les psychotiques et fini par le public qui s'est jamais rendu compte qu'il y avait des personnes, entre guillemets, anormales. Et ce qui a été surtout très fort, à la fois dans ce contact avec ces différents publics et l'immense résultat qui a été fait, quel que soit le profil, c'est aussi le lien qui s'est créé avec les moines tibétains qui étaient là, qui étaient très interpellés par ma façon de faire. Et donc, on a créé des liens très forts. On a beaucoup discuté avec ceux qui parlaient un peu anglais. Et donc, nous avons été invités 2 ans après à partir pour l'Himalaya et vivre avec eux pendant un mois. Voilà, donc l'aventure mandala commençait bien. En 2010, on réalise justement suite à cette expérience avec les moines tibétains. Bon, bien sûr, j'ai pas fait de mandala de sable avec eux, hein, parce que c'est quand même des moines, mais ça nous a incité à créer avec les personnes de mon association, le Jardin du Créateur que nous avions créé en 2004. Nous avons créé des mandalas de sable et dans certaines circonstances qui ont beaucoup interpellé, même si on les faisait évidemment d'une façon très différente des Tibétains. Et donc, il y a ce fameux voyage dans l'Himalaya qui s'est fait. En 2011, voilà, on fait le premier mandala jardin en Touraine, 18 mètres de diamètre, et ça a été vraiment une magnifique expérience et on s'en occupait pendant 5 ans.
Ensuite, après l'Himalaya, j'ai été invitée au Pérou par l'association Cocopelli. Et là, ils nous ont demandé de réaliser un mandala avec tous les gardiens des semences d'Amérique du Sud, d'Amérique centrale, et puis de tous les Occidentaux ou les gens d'Inde qui étaient venus. Donc là aussi, c'était vraiment une très très belle expérience, et notamment puisque au Pérou, ils ne connaissent pas du tout le mandala. Donc, en 10 ans, de 2005 à 2015, grosso modo, on a fait donc 70 mandalas de la nature sous 40 prestations, 5 prestations de mandala gourmand, 2 mandalas de sable, un mandala jardin. C'était quand même beaucoup de nouveautés, beaucoup de photos que j'ai pu faire avec un premier livre-album qui a pu être fait pour décrire toutes ces activités qui évidemment n'étaient pas connues par grand monde. En fait, nous déménageons en 2016-2017 en Haute-Savoie. Il y a eu une période de transition, mais notamment mon associé qui m'aidait beaucoup pour les mandalas gourmands, évidemment, m'a pas suivi en Haute-Savoie. Donc, il y a eu toute une phase d'introspection pour savoir comment est-ce que j'allais continuer les activités du Jardin du Créateur. Je me suis recentrée essentiellement sur toutes les activités mandalas, parce que nous faisions aussi d'autres activités. Et puis, suivi évidemment de la période Covid. Donc là, c'était compliqué pour aller se faire connaître. Mais en 2021, j'ai poursuivi avec des nouveaux contacts, avec des nouvelles écoles. Et donc, en 3 ans, j'ai fait 14 prestations, 17 mandalas éphémères de la nature, 17 prestations gourmands. Vous voyez que ça s'est beaucoup développé. Un mandala sable et 5 mandalas jardin. Voilà. C'était peut-être un peu long, mais c'est pour expliquer un petit peu comment le mandala a joué un rôle dans ma vie et pour vous expliquer ensuite tous ces processus d'évolution et de transformation qui s'est passé, en tout cas pour moi. Voilà. Donc, je vais vous proposer ce voyage selon 5 parties et 5 axes. Dans une première partie, je vais évoquer un petit peu les origines du mandala et un peu les définitions, puisque même si ça c'est mieux aujourd'hui, quand j'ai commencé à faire des mandalas, personne ne connaissait. Ensuite, les gens connaissaient uniquement le coloriage des mandalas, mais pas beaucoup plus. Et donc encore aujourd'hui, souvent les gens sont étonnés de voir toute cette connaissance sur le mandala qui mérite d'être connue. Dans une deuxième partie, on va voir que la forme des mandalas, c'est vraiment prendre conscience que dans l'infiniment grand ou l'infiniment petit, tout a une forme de mandala dans la nature. Donc, et ça, pour les enfants, c'est très important de leur faire réaliser ça parce que tout d'un coup, ils ont, les grands enfants aussi d'ailleurs, mais ils ont un regard différent sur la nature. Dans une troisième partie, je parlerai plus précisément de mon expérience des mandalas. On verra rapidement le rôle, disons l'équivalence des mandalas dans l'architecture et un peu les mandalas jardins. Et pour finir, l'apport des mandalas. Donc, je vais commencer avec une définition du mandala, l'étymologie. En fait, le mot mandala, il y a une double étymologie, mais déjà, ça vient du sanskrit. Donc, pour ceux qui ne sont pas familiers, c'est une langue indo-européenne extrêmement ancienne. Et le mot sanskrit déjà veut dire ce qui est sacré. Donc, c'est déjà pas anodin. Et donc, pour le mandala, il y a une double étymologie. Déjà, il y a le mot mande qui signifie en fait le cercle, le disque ou le centre, et puis en même temps la notion de circonférence. Et puis, dans la deuxième étymologie, qui est composée de 2 mots, enfin, le mot manda, qui en sanskrit signifie l'écume de l'eau de cuisson du riz. Donc pour nous, ça veut peut-être pas dire grand-chose, mais on pourrait le traduire par l'essence qui ressort de cette cuisson. Et le suffixe la exprime la notion de contenant. Donc en fait, le mandala, c'est
on pourrait le traduire comme contenant de l'essence, et puis aussi cercle sacré. C'est-à-dire qu'en sanskrit, il y a le côté sacré, il est à la fois dans le contenant que dans le contenu. Alors que chez nous, en Occident, on parle de mandala, on le définit comme une forme, une figure géométrique centrée, mais en fait, c'est beaucoup plus que cela pour les Asiatiques. Donc, dans les cultes et traditions asiatiques, que cela soit les religions et les cultes venant de l'Inde, issus des religions indiennes, ou ensuite les autres cultures qui ont aussi hérité du bouddhisme, par exemple. Le mandala, c'est une représentation symbolique, sacrée, plus ou moins complexe, toujours organisée autour d'un point central. Donc, à gauche, vous avez typiquement un mandala tibétain. À droite, c'est plutôt un mandala, une représentation hindoue. Et donc, c'est soit cette représentation symbolique autour notamment d'un personnage, qui est en général une déité ou un Bouddha. Mais le mandala, ça peut être aussi compris d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est une représentation extérieure en 2 dimensions de l'univers et des liens qui relient l'homme au divin. Donc là, on commence à noter chez eux en tout cas, cette interférence, ce lien qui est avec le divin que nous avons peut-être moins chez nous, moins gardé. Et le mandala, c'est également aussi un guide. Lorsqu'on fait un mandala, c'est un peu comme une guidance qui nous accompagne sur le chemin soit de la réalisation d'un mandala ou simplement de la vision d'un mandala. Donc, c'est vraiment une invitation à vivre une expérience intérieure. Et ça, c'est très important pour lorsqu'on est justement, lorsqu'on voit des mandalas, et notamment dans le contexte des pays asiatiques. Alors, l'origine, nous avons vu que donc le mandala, c'est un diagramme géométrique centré sur un axe, figurant la projection d'un cosmos divin sur un plan, mais c'est selon des concepts variés et des textes très anciens qui peuvent différer selon les cultures. Mais dans toutes ces cultures, ça a toujours un rôle mystique et rituel. Donc, on a vu chez les hindous, enfin en Inde, donc là, vous avez la représentation de ce qu'on appelle un yantra. Un yantra, c'est un petit peu l'ancêtre du mandala. Celui-là, il date de 1700 avant Jésus-Christ, donc vous voyez que c'est très, très ancien. C'est assez complexe à pouvoir comprendre et méditer devant, parce que souvent les gens méditent devant, parce que vous voyez qu'il y a toute une intrication de triangles qui sont dans un sens ou dans l'autre, avec des significations différentes. Et c'est très conceptuel, c'est-à-dire que lorsqu'on médite devant un yantra, c'est pour intégrer, c'est rattaché vraiment à des concepts métaphysiques. Par exemple, ça va être méditer sur l'amour universel. Et puis, on vous met devant un yantra et vous devez essayer de ressentir comment est-ce que ça vous parle. Voilà. Donc, bien sûr, les mandalas se sont beaucoup développés chez les bouddhistes tibétains, notamment avec à la naissance de la lignée des lamas, qui s'est faite donc au XVe siècle. Mais il y avait bien sûr déjà des choses avant. Mais il y a également aussi, dans le bouddhisme japonais, par exemple, ou dans d'autres cultures, dans la Chine, même très bouddhique, on retrouve aussi des dessins qui expriment un petit peu toujours ces concepts de lien, d'enseignement et de lien avec le divin. Alors en Europe, on peut se demander, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose? Bien sûr. Donc les rosaces de cathédrale sont tout à fait apparentés au mandala, avec à la fois donc les rosaces, les vitraux, qui par leur lumière, plus ce qui était décrit dans les vitraux, racontaient une histoire. Lorsque j'ai fait le pèlerinage de Compostelle à Conques, le moine qui nous faisait la visite pour les pèlerins nous disait que les vitraux, c'était
ou les frontaux, hein, c'était un peu les BD de l'époque pour expliquer une histoire aux gens qui ne savaient pas lire. Bien sûr, il y avait aussi les labyrinthes. Alors les labyrinthes, maintenant, il y en a beaucoup qui ont été détruits, malheureusement, et qui avaient une importance très importante d'initiation. Alors contrairement aux vitraux, qui, eux, parlaient beaucoup par la vibration de la lumière, les labyrinthes, eux, se parcouraient, c'est-à-dire on fait un labyrinthe, surtout ces labyrinthes médiévaux où tout était au ras du sol, il y avait qu'une route à suivre. C'est pas comme les dédales les labyrinthes dédales qui sont apparus ensuite. Donc, et ces labyrinthes, c'était vraiment une initiation avec celui, bien sûr, à Chartres, qui est le plus connu, où les gens faisaient le pèlerinage vers la Jérusalem, considérée comme céleste, comme vers Jérusalem, en allant à genoux à l'intérieur du labyrinthe. On en parlera un petit peu après. Alors, dans d'autres cultures, eh bien, vous avez aussi, bien sûr, l'art arabo-musulman, hein, qui lui, est, avec ses mosaïques extraordinaires également, est très différent, bien sûr, d'autres cultures, puisque avec le Coran, on n'a pas le droit de représenter les mondes végétal ou animaux et encore moins humains. Donc, c'est vraiment des figures géométriques à 100%. Et puis, bien sûr, d'autres cultures. Maintenant, je voulais vous parler de, si certains sont allés en Inde, connaissent peut-être les kolam ou les rangolis. Alors, les kolam, c'est plus un nom qui est issu de la tradition tamoule, tout à fait dans le sud. Les rangolis, c'est plutôt un mot qui est dans le nord, mais beaucoup de régions d'Inde ont des mots un peu différents. Qu'est-ce que c'est donc ces rangolis ou ces kolam? Ce sont des motifs géométriques qui sont réalisés uniquement par les femmes. C'est une tradition séculaire qui se transmet par voie orale, de mère en fille ou de grand-mère à petite fille ou dans les sœurs aussi. Donc, c'est vraiment un art, mais qui est non religieux, donc profane, qui a cette tradition ancestrale, parce que chez les Tamouls, ils ont des écrits comme quoi les kolam existaient déjà du temps de Pythagore, c'est-à-dire au 5e siècle avant Jésus-Christ. Donc vous voyez que c'est quand même bien ancien. Et les femmes font ça tous les jours. Tous les jours, c'est avec des matériaux. Donc, ça peut être soit du riz coloré, soit des farines sèches, soit des sables colorés. Ça peut être des pétales de fleurs aussi. Et parfois, ça peut être aussi de la poudre de marbre qui est utilisée dans certaines occasions. Et ces kolams ou ces rangolis sont réalisés donc tous les jours par des femmes indiennes à l'entrée des maisons ou dans les cours intérieures ou même sur les sols des temples. Et pourquoi, quel est l'objectif de ces motifs? C'est en fait à la fois pour honorer quand même les déités éventuelles, sans que ça soit religieux, mais c'est aussi une décoration, un accueil de bienvenue pour les gens qui viennent dans la maison, et c'est aussi un rituel de prospérité et de protection. Et les femmes font ça tous les jours. Et elles peuvent constater si la purification se fait lorsque, au bout d'un certain temps, elles font ça tôt le matin, lorsque les gens passent dessus et donc effacent petit à petit l'œuvre. Mais pour elles, c'est un honneur puisque la purification a pu se faire. Et moi, j'ai lu des articles qui montrent que pour ces femmes, c'est souvent un moment très précieux pour elles parce en fait, elles ont ce temps pour elles avant ensuite de passer aux tâches diverses et variées qu'elles ont à assumer dans la journée et qui est souvent assez dure. Alors, vous voyez en haut plus des œuvres faites dans la région du Tamoul. Alors, au Tamoul, ils sont très spécialisés dans les œuvres géométriques. C'est souvent fait avec de la craie. Et la géométrisation des formes est vraiment caractéristique des Tamouls.
des femmes témoins. Et vraiment, ce qui est très étonnant, c'est que ces femmes qui en général ne savent pas lire, elles acquièrent à la fois une existence, en fait, d'une dextérité manuelle extraordinaire. Et en fait, lorsque la jeune fille a acquis cette maîtrise, elle a le droit à ce moment-là de créer ses propres œuvres. Donc, et en même temps, ça se dédouble d'une pensée mathématique. Donc, c'est très étonnant parce qu'il y a donc un mélange de mystique, il y a un mélange de mathématiques intuitives ou en tout cas innées qu'elles perçoivent par la répétition des gestes. Et en même temps, contrairement aux moines tibétains qui reproduisent de mémoire toujours des, des mandalas, elles ont le droit de passer dans l'étape de création lorsqu'elles ont acquis une certaine expertise. Et aujourd'hui, certaines femmes sont très connues en Inde parce qu'elles ont participé à des festivals et donc elles ont une reconnaissance par leur art. Le bouddhisme tibétain maintenant. Donc, pour les Tibétains, comme je le disais, le mandala est vraiment bien plus qu'une simple forme. Mandala en tibétain, ça se dit Kilkor. Donc, Kil qui signifie à la fois la notion de centre et le milieu, et corps qui est à la fois l'environnement et la périphérie. Alors, pour les Tibétains, le mandala, c'est vraiment une représentation hautement symbolique et sacrée, qui peut être très, très élaborée, et qui constitue une image du cosmos et en même temps des puissances divines. Et c'est toujours une intrication entre des cercles et des carrés. Donc, la symbolique du cercle, c'est le côté divin, c'est le côté subtil, qui est la non-matière, et le carré, c'est plutôt justement tout le côté matériel, le côté structure, le côté vraiment dans la matière physique. Et c'est toujours une succession souvent de cercles et de carrés. Et pour pour les Tibétains, donc le mandala représente vraiment la pureté intérieure et l'illumination de l'esprit. Donc, notamment, pour eux, ce sont uniquement les moines qui font ces mandalas. Donc, c'est vraiment un cheminement tout à fait particulier, puisque pour eux, faire un mandala, c'est une représentation d'un palais en trois dimensions, d'un Bouddha, qui est représenté en général au centre, ou parfois c'est une valeur importante. Et lorsqu'ils réalisent ce mandala, ils s'identifient au Bouddha ou à la valeur qu'ils veulent travailler qui est au centre, et en chantant des mantras, ces textes sacrés, tout en faisant le mandala, pour eux, c'est un cheminement qui les mène vers l'éveil. Donc, les deux photos de droite, c'est des photos que j'ai faites lors de notre voyage dans l'Himalaya et qui permet vraiment de voir la correspondance entre l'image en 2D et comment eux se la représentent tout en faisant le mandala. Donc là, c'est une illustration du mandala donc le plus connu et le plus réputé, donc le Kalachakra dont je vous parlais tout à l'heure. Donc à gauche, vous voyez, c'est le Dalai Lama qui intronise en général toujours. Alors maintenant, je ne sais pas où ça en est maintenant qu'il est plus fatigué, ou en tout cas un moine très expert, qui a une grande maîtrise. Donc et ensuite, le mandala se construit avec une complexité, puisque la cosmogonie tibétaine est très complexe. Vous voyez qu'il y a quand même 4 portes qui correspondent aux directions. C'est représenté en bas, vous voyez, en numérique. C'est ce qui avait été présenté justement la première fois que je suis allée voir les mandalas du Kalachakra. Un étudiant avait pu faire ça pour montrer aux Occidentaux comment ils se le représentaient. À gauche, c'est une représentation, vous voyez, disons concrète. Et vous pouvez vraiment vous apercevoir que c'est à la fin extrêmement méticuleux, tout ce qu'ils font, et en même temps, ils n'ont droit à aucune création personnelle. Donc c'est vraiment une démarche particulière, puisque c'est le non-attachement. Non-attachement, ils ne mettent pas de nom, et à la fin,
lorsque le mandala est terminé, on le ramasse selon un rituel tout à fait particulier et on le jette dans l'eau comme signe de l'impermanence. Voilà. Donc, il existe différents types de mandalas, hein, donc en Orient. Donc, on peut voir des mandalas sur papier, sur étoffe. Alors, en tibétain, on appelle ça les tankas, sur des supports en bois. Peuvent être réalisés complètement en bois ou en pierre, et puis éventuellement en métal, en or ou en argent. Ceux-là, moi, j'en ai pas vu. Évidemment, ils doivent être plus rares. Donc, ça, ce type de mandala, c'est ce qu'on appelle les mandalas permanents. Un mandala peut être aussi réalisé à l'aide de sable coloré. Ça, c'est un mandala qui a été fait par les mêmes moines dont je vous ai parlé tout à l'heure, un autre événement. Et puis, par des fleurs et des végétaux, tels que le font aussi donc les femmes indiennes. Parce que les moines tibétains, évidemment, ne font pas des choses en fleurs, hein, parce que à leur altitude, il n'y a pas de fleurs. Et puis aussi, une tradition bien plus ancienne, c'est qu'ils faisaient des mandalas en beurre. Alors maintenant, ça se fait beaucoup plus rarement. Ils utilisent plus comme soit de la pâte d'amande ou bien un peu des pâtes comme ça, comme la pâte à modeler, et réalisent tous leurs petits motifs pour leur rituel. Mais autrefois, j'ai vu un film, mais ancien, au début du XXe siècle, où il faisait encore des réalisations d'immenses mandalas comme des structures, et puis on les voit fondre au soleil, c'est assez étonnant. Alors, les figures géométriques centrées, on peut se poser la question, est-ce que d'autres cultures en font aussi? Mais bien sûr, il y a les aborigènes d'Australie, donc on voit bien que ces figures géométriques, on les retrouve dans toutes les cultures, dans tous les continents, et c'est depuis très très longtemps, depuis des millénaires. Et c'est très étonnant, c'est que les populations, les peuples d'Afrique et les aborigènes d'Australie font des choses extrêmement similaires, que ce soit à la fois dans leur peinture que dans la représentation de funéraires. Ensuite, en bas, ce sont donc les peintures de sable du peuple diné, hein, c'est leur nom véritable. Navarro, c'est le nom que leur ont donné les Espagnols, qui veut dire voleur de chevaux, donc ils n'aiment pas trop. Et les peuples dinés, donc, ils font ces peintures de guérison selon des coutumes assez différentes, bien sûr, que les Tibétains, mais où on retrouve aussi beaucoup de choses en commun, c'est-à-dire cette notion de se relier au divin, de se relier aux différents règnes, de faire ce lien entre le monde matériel et physique et le monde subtil et ésotérique. J'ai eu la chance, moi, lorsque j'avais 19 ans, de faire le tour des États-Unis, d'avoir été chez les Navarros, déjà à l'époque, chez les peuples dinés. Et bien des années après, nous avons fait la connaissance de Lorenza Garcia, qui est la représentante du peuple diné donc en France, et qui est venue faire plusieurs ateliers chez nous avec l'accord bien sûr des hommes médecine que nous avons aussi rencontrés. Et c'est vraiment une très très belle expérience aussi de réaliser ces œuvres-là. Alors, bien sûr, des peuples celtes qui nous ont laissé encore trace de magnifiques triskel d'entrelacs. Bon, on sait assez bien quand même ce que ça représente, mais il faut quand même déjà avoir une certaine expertise. Et puis, comme je le montrais tout à l'heure, les mosaïques des arabo-musulmans, qui sont également magnifiques et qui ont été créées il y a déjà bien longtemps. Alors en Europe, est-ce qu'il y a d'autres personnes comme ça qui ont pu faire des mandalas? Alors, je pense que certains reconnaîtront, c'est Hildegard de Bingen, qui était donc une abbesse au Moyen Âge et qui a été très connue à la fois pour
ses écrits, pour ses connaissances en médecine et en herboristerie. Et c'est très étonnant de voir qu'elle traduisait sa connexion justement au divin par ses dessins qu'on retrouve dans ses différents mémoires et documents écrits. Alors, il y a quelqu'un qui a joué un rôle très important dans la connaissance des mandalas tibétains notamment, mais des mandalas de façon générale. Je pense que certains l'ont reconnu, c'est Jung, qui au début du XXe siècle, lors de la rupture avec Jung, a fait un petit peu comme une sorte de dépression et il a commencé à faire un petit peu des dessins avec des cercles, de la géométrie un peu. Et petit à petit, comme ça, il s'est rendu compte, donc celui de 1916, c'est un de ses premiers, il s'est rendu compte qu'en faisant ça de façon très régulière, ça lui apportait beaucoup de calme et que ça lui faisait comprendre, que ça lui faisait comprendre plein de choses par rapport à son mode de fonctionnement et ce qu'il pouvait vivre à l'intérieur. Donc pour Jung, le mandala, c'était vraiment un archétype puissant, symbole de transformation et de changement, de reconnaissance de l'ordre établi et de sa place dans cet ordre. Donc c'est cette pratique en fait de mandala, hein, parce qu'il les appelait comme ça, qui lui a permis de mettre sur pied, si je peux appeler ça comme ça, la théorie de l'individuation, hein, c'est-à-dire du soi, c'est-à-dire cette processus de synthèse du contenu de l'inconscient qui mène à la connaissance du soi avec un grand S. Donc, lorsqu'en 1928, il a créé ce dernier, il avait fait ce mandala en rêve, hein, il l'a vu en rêve, une forme de château, et tout d'un coup, c'est comme s'il avait eu toute la compréhension de ce que les mandalas pouvaient lui apprendre, signifier pour lui entre cette partie plus extérieure et puis la partie du central qui permettait de toucher l'unité et de voir que on pouvait faire, comment dire, qu'on pouvait aller de l'un à l'autre et que il se passait des choses différentes. Donc, à partir du moment où il a eu cette compréhension, il a créé donc toutes ces théories sur le soi et il n'a plus fait du mandala après, mais ce sont ses disciples qui ont ensuite pris le relais parce qu'il a quand même fait beaucoup de mandalas avec ses patients. Ses disciples ont pris le relais et c'est devenu au départ des mandalas très thérapeutiques et puis maintenant, et heureusement peut-être, ça s'est beaucoup démocratisé pour que tout un chacun puisse faire des mandalas. Alors, quelques citations de Jung qui pour moi m'ont beaucoup parlé. Donc, le cercle est un symbole du soi, il exprime la totalité de la psyché dans tous ses aspects, incluant les liens entre l'homme et la nature tout entière. Et pour moi, cette phrase, pour moi, c'est comme un symbole de la prise de conscience, en tout cas que moi j'ai faite, de la notion d'interdépendance. L'interdépendance à la fois avec les différents règnes, avec l'univers tout entier, et puis aussi avec le microcosme, c'est-à-dire tout ce lien qu'on peut avoir, je dirais, entre le macrocosme et le microcosme. Et cette interdépendance qu'on a bien sûr avec la Terre, hein, et avec nos amis humains, bien sûr aussi. L'énergie du point central se manifeste dans la compulsion et le besoin quasiment irrésistible de devenir ce qu'on est. Et pour moi, cette phrase symbolise vraiment, en tout cas pour moi, la prise de conscience de trouver sa place. Parce que j'ai senti, pas immédiatement bien sûr, mais que pendant tout ce parcours où j'ai fait des mandalas, que ça soit en peinture, que ça soit des éphémères, j'avais l'impression que plus ça allait, plus je trouvais ma place et mon lien avec l'univers. Et
Le mandala est un archétype universel puissant, symbole de transformation et de changement, de reconnaissance de l'ordre établi de sa place dans cet ordre, ce que je vous disais tout à l'heure. Ça, c'est la conscience d'être à sa place. C'est-à-dire que de trouver sa place, c'est déjà une bonne chose, mais ensuite, c'est quand on a vraiment compris sa place, c'est de rester. C'est vraiment d'être à sa place, c'est-à-dire de sentir, on peut faire le lien entre que la vocation et la mission se rejoignent, c'est-à-dire qu'on a vraiment compris quelle est notre destinée dans cette vie et quelle est la place, quels sont les talents ou quels sont tout ce qu'on est venu avec et qu'on doit partager aussi et transmettre avec les autres. Donc, pour moi, c'est également le lien entre le microcosme et le microcosme et le macrocosme, et ça nous permet vraiment de sentir, au cours du temps en tout cas, où on se situe dans ce monde. Maintenant, je vais commencer donc à parler un peu des mandalas dans la nature. Et parce qu'évidemment, quand j'ai commencé à faire des mandalas à l'aquarelle, j'ai commencé à avoir ma vision du monde extérieur changer au niveau aussi bien du paysage que des règnes minéral, animal et végétal. Et c'est en travaillant aussi beaucoup avec les enfants handicapés moteurs que, face à leur handicap, j'ai senti que les notions de toucher étaient extrêmement importantes. Donc, j'ai commencé à aller dans la nature, chercher différents éléments, on est allé les ramasser ensemble, et de pouvoir être dans ce toucher, à la fois dans cette vue aussi, dans l'ouïe aussi parfois, eh bien, ce développement des sens participait aussi à cette prise de conscience que que le, que le monde est plus complexe que ça et que tout est structuré par rapport au mandala. Donc, le mandala, dont la forme originelle est basée sur le cercle, existe dans la nature depuis la nuit des temps. Donc ça, c'est un constat. L'organisation à partir d'un point, d'un cercle ou d'une spirale est présente dans toutes les manifestations de la vie, de l'infiniment grand à l'infiniment petit. Bien sûr, avec toutes les technologies que nous développons aujourd'hui, ça nous permet de voir ça encore mieux qu'avant. Tout est structuré à partir de mouvements de rotation, d'expansion ou de rétraction qui s'exercent à partir d'un centre physique ou énergétique. Et pour rappeler la phrase d'Einstein, tout dans la vie n'est qu'énergie et vibration. Et un mandala est un vortex d'énergie. L'énergie va et vient entre le centre et le cercle. Et ça, lorsque les gens sont sensibles et vont se promener dans la nature, même des enfants, lorsque tout d'un coup ils prennent conscience que, notamment pour les enfants d'Occident, qui parfois ont moins de contact avec la nature, lorsqu'ils perçoivent tout d'un coup que c'est peut-être pas aussi réduit qu'un simple objet utilitaire, eh bien, il y a quelque chose qui change dans leur vision du monde. Donc, au niveau du macrocosme, je vous ai mis quelques photos. Donc, bien sûr, des galaxies. Donc, on voit que la forme en spirale est très prédominante. Le Soleil, bien sûr, qui est un cercle qui lance beaucoup d'énergie et on le ressent beaucoup en ce moment. Pour la Lune, bien sûr. Et puis aussi ces tornades qui se font selon un mécanisme entre la différence entre l'air chaud et l'air froid et qui ont ces mécanismes quand même qui parfois sont dévastateurs pour nous. Alors, on connaît assez bien chez nous les tornades de terre, moins les tornades de feu. Moi, j'en ai jamais vu. Et les tornades d'air, pour ceux qui habitent au bord des mers ou des océans, ils peuvent voir ça.
et parfois c'est quand même très impressionnant à voir. La photo d'en bas, c'est justement une espèce de d'ouragan aux États-Unis. Donc, vous voyez que ça peut prendre parfois des proportions où on se rend compte qu'en tant qu'humain, on n'est pas grand-chose. Et puis, bien sûr, j'ai symbolisé la goutte d'eau qui, lorsque on jette quelque chose dedans, fait ces mouvements en spirale et qui a une implication vibratoire évidemment très importante. Alors, dans le règne animal, bien sûr, les coquillages jouent un rôle magnifique. On est toujours subjugué devant l'ampleur de la beauté des coquillages. Vous voyez que ces coquillages, il y en a beaucoup en spirale, c'est une majorité. Ensuite, toujours dans le règne animal, vous avez bien sûr les escargots, mais aussi, genre les oursins, les toiles d'araignée, hein, qui construisent quand même parfois des mandalas étonnants. Et puis tous ceux qui ont des queues ou des cornes, qui font comme ça des arabesques ou des torsades, toutes les unes plus étonnantes que les autres. Et puis bien sûr le paon qui a ses plumes magnifiques. Dans le règne végétal, là on peut avoir des photos et des photos et des photos. Tout le règne végétal est vraiment, si on le regarde vraiment de près, étonnant je dirais, de splendeur dans toutes ces formations géométriques, beaucoup avec des spirales, hein, même que ce soit la pomme de pin ou les choux ou des familles de cactus ou le tournesol où chaque petite, on croit être une petite fleur en face qui est au centre et une fleur en fait, ou bien sûr les fougères. C'est toujours étonnant lorsqu'on prend le temps de les regarder parce que ça nous renvoie vraiment une vibration, beaucoup de paix, en tout cas pour moi. Alors, qu'observe-t-on sur les photos suivantes? Alors, j'ai mis au centre une photo de chat parce que les chats sont toujours étonnants parce que quelle que soit la position dans laquelle ils se mettent, ça suit toujours la spirale de Fibonacci. Donc, ce sont très étonnants. Mais en fait, tous les autres animaux, tout dans la nature suit ces formes de géométrie. Vous voyez, ces spirales ou ces pentagones ou ces formes. Et lorsqu'on en prend conscience, et des coquillages, bien sûr, lorsqu'on en prend conscience, on dit, mais c'est incroyable, la vie est d'un potentiel créateur vraiment fantastique. Et donc, il y a des lois universelles qui régissent toute création, ce qu'on appelle les lois mathématiques de la géométrie sacrée, qui sont le langage du vivant. Le nombre d'or, bien sûr. Donc, le nombre d'or, fille ou fille, hein, appelé, maintenant, on l'appelle surtout la divine proportion, qui était, bien sûr, très connue grâce à Léonard de Vinci. Et le nombre d'or, c'est ce nombre, en fait, qui apporte la beauté, l'ordre et l'harmonie. Je rentrerai pas dans des concepts mathématiques parce que on en aurait pour longtemps. Donc, Fibonacci, donc au XIIIe siècle, c'est lui qui fait le lien avec les chiffres arabes et il fait la fameuse suite de Fibonacci, qui est cette suite de nombres premiers qui est vraiment encore utilisée depuis, avec ce qu'on appelle le triangle d'or ou la spirale d'or. Là, il faut savoir que, non, je vais le voir dans la prochaine, voilà, sur la photo de gauche, où on voit donc une représentation de Léonard de Vinci qui s'appelle l'homme de Vitruve, où on voit cette fameuse spirale pour représenter l'être humain. Eh bien, on s'aperçoit que dans toute partie du corps humain, que ce soit au niveau du visage, au niveau de l'oreille, en fait, chaque être humain, dans ses proportions propres, est parfait. C'est-à-dire que, par exemple,
Après, la notion de beauté, c'est une notion relative, hein. Mais chaque être humain, c'est-à-dire que la forme de son visage est parfaite, à des proportions parfaites. Et j'avais lu un article montrant que maintenant les chirurgiens qui font de la chirurgie esthétique réparatrice, de plus en plus, pour réparer des grands brûlés ou des gens qui ont des accidents, font sur des logiciels des calculs avec cette spirale de Fibonacci et ces calculs de géométrie sacrée pour que lorsqu'ils refont le visage de l'accidenté, ils puissent accepter son visage plus facilement parce qu'à partir du moment où il y a à nouveau cette géométrie et cette harmonie, c'est plus facile. Donc, pour les personnes qui ont envie juste de changer, on le voit chez un certain nombre de stars du cinéma, par exemple, qui ont parfois beaucoup déchanté lorsque on fait de la chirurgie, mais nous avons des visages, nous avons un corps qui est quand même sacré. Au niveau de l'oreille, pareil. Bien sûr, l'iris, hein, l'œil. Donc, on dit souvent que l'œil, c'est le miroir de l'âme. Donc, et chaque œil est comme un signe génétique de la personne. Donc, il n'y a pas deux yeux pareils. En bas, il y a les mesures. Alors, c'était des mesures aussi un peu anciennes, mais chez chaque personne, c'est-à-dire je veux dire, les mesures qui sont faites entre la main, l'avant-bras, etc., ça, on obtient toujours une proportion du nombre phi. Voilà. Donc, on peut peut-être avoir plus de bienveillance pour nos corps quand on s'aperçoit ainsi qu'ils sont parfaits. Alors, bien sûr, la multiplication de cellulaire, on voit qu'on part d'une cellule qui va se diviser. Et puis, on voit aussi que, par exemple, le petit embryon, il suit pareil cette même spirale. Donc, vous voyez que tout dans la vie suit ces lois mathématiques de géométrie sacrée. Donc, d'où le pouvoir de création extraordinaire que la vie nous propose. Et ce qu'on peut aussi quand même signaler, c'est que la suite de Fibonacci, elle est présente partout, bien sûr dans la nature, mais aussi dans les outils que nous utilisons dans notre monde occidental, c'est-à-dire pour étudier la croissance des plantes, pour estimer par exemple les populations, modéliser les épidémies et même les marchés financiers. Donc, vous voyez que ces modèles ne datent pas d'hier et sont encore utiles. Alors maintenant, je vais aborder un petit peu mon expérience avec les mandalas. Donc, comme je vous rappelle juste, on a commencé avec les mandalas à l'aquarelle, les mandalas éphémères de la nature, les mandalas gourmands, le mandala jardin. Donc, les mandalas à l'aquarelle, comme je vous l'ai raconté, c'est né de notamment à la fois de cette découverte du mandala et en même temps de l'initiation que maman m'a faite comme cadeau. Et je suis toujours restée à l'aquarelle parce que pour moi, l'aquarelle, en utilisant l'eau, me parle énormément et c'est comme être en lien avec le monde subtil de la couleur, de l'eau, de l'air. Et je continue toujours, même si aujourd'hui, j'utilise l'aquarelle différemment dans mes débuts et les gens se rendent jamais compte, sont toujours étonnés de savoir que c'est de l'aquarelle parce que j'y mets beaucoup plus de densité. Alors, les mandalas à l'aquarelle, donc, je vous ai mis quelques exemples des mandalas à l'aquarelle, alors plutôt récents que j'ai fait. La dernière exposition, je l'ai faite cet été, puis avant, j'en avais fait une à Genève. Donc, voilà, c'est des mandalas, il y a un peu certains ont de la géométrie sacrée. Je fais souvent les mandalas, vous voyez, avec un cercle central, un cercle intermédiaire, et puis un cercle autour.
c'est un peu la notion des 3 cercles que font les Tibétains, qui sont le monde extérieur, le monde intérieur et le monde secret, c'est-à-dire qui fait le passage entre les deux. Voilà. Je fais aussi des mandalas donc personnalisés, ce que j'appelle personnalisés, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un souhaite que je lui fasse un mandala, eh bien, je me relie à cette personne, à son essence, et puis me vient à un moment donné ce qu'il faut, les couleurs ou bien les motifs qu'il faut que je lui fasse. Et cette connexion me permet de réaliser une œuvre qui en général est très parlante pour la personne. Je fais également des mandalas avec de l'écriture. Donc, il y en a de différents types. Alors, j'en profite aussi, vous voyez, pour allier, alors, soit la magie des mots, MOTS, avec, avec des phrases ou des citations de sages en général, et, euh, et aussi des végétaux, comme vous voyez, et qui amènent, selon moi, une vibration encore différente. Et cet alliage de tout ça donne une vibration. Alors, certains le perçoivent, d'autres moins, mais c'est un peu comme des soleils, si vous voulez, qui vibrent. Et les personnes ont l'impression de rentrer dans le mandala ou d'en sortir. Et c'est comme un voyage. C'est vraiment un voyage intérieur. Et pour chaque personne, c'est donc différent. Alors, les mandalas éphémères de la nature, c'est quoi? Alors, c'est une structure géométrique centrée, créée en général à même le sol, à l'aide d'éléments issus de la nature et peut être réalisée à l'extérieur ou à l'intérieur. Donc, ça va de 2 mètres à 14 mètres. En général, je ne vais pas au-delà de 14 mètres, parce que 14 mètres de diamètre, c'est déjà très grand. Et lorsqu'on est au bord, on n'arrive plus à voir le centre, donc on a dû faire des chemins. On en a fait des très grands comme ça, on a dû faire des chemins pour que les visiteurs puissent voir vers l'intérieur. Alors, bien sûr, c'est pas moi toute seule qui l'ai fait. Ça, tout ce que vous voyez, c'est soit fait par des enfants dans des écoles. J'ai fait beaucoup de prestations dans les écoles. Pour les enfants, c'est extraordinaire de voir les transformations qu'on voit chez eux. Et dans différents événements, alors évidemment en Touraine, avec tous les jardins et les châteaux qu'il y a, c'était des opportunités extraordinaires. Donc j'ai pu en faire dans beaucoup d'endroits et sur des événements particuliers pour des motifs et avec beaucoup de publics divers et variés. Donc c'est toujours très riche. Alors j'en ai fait aussi dans certains lieux particuliers, comme par exemple religieux, enfin ou qui étaient religieux, l'abbaye de Sylvanès, hein, qui est dans dans l'Aveyron, dans le sud de l'Aveyron, qui fait le pendant de Conques et qui est une superbe abbaye où il y a des chants, des festivals de chants absolument magnifiques. Et là, j'avais été invitée pour la Pentecôte. Donc, on a fait le mandala tout autour du baptistère. Et comme la colombe était le symbole, enfin, il y a toujours le symbole de l'abbaye, j'avais fait des motifs, dessiné des motifs qu'on a remplis avec de la poudre de marbre blanche, avec dans différents états, c'est-à-dire en train de prendre le brin d'olivier ou de voler avec ou de le redéposer. Et ensuite, tout autour, parce que je fais souvent ça, une partie on fait du collectif, une partie c'est plus individuel, et tout autour, donc chacun a pu exprimer. On était un petit groupe, on était une douzaine de personnes, et ça a été extrêmement puissant. Nous avions en plus 2 cantatrices qui nous ont à la fin chanté des Ave Maria. C'était vraiment assez magique. Et puis tout à fait différemment, à droite, là c'est un autre mandala, c'est un mandala de sable au prieuré Saint-Côme, près de Tours, dans la demeure, l'ancienne demeure de Ronsard, donc aussi pour la Pentecôte. Donc ils font chaque année une fête des roses. Donc vous voyez, on a fait des gabarits pour allons voir si la rose, hein. Et puis en jouant aussi sur les couleurs, j'aime beaucoup moi
allier la culture occidentale et orientale. Donc, vous voyez que tout à fait au centre, symboliquement, c'est des roses dans une fleur de lotus, chaque fleur correspondant au chakra du cœur, ou disons à la vibration du cœur chez les humains. Et puis, bien sûr, j'ai fait beaucoup de mandalas avec des enfants, alors surtout maternelle et primaire, parce que malheureusement au collège, c'était trop compliqué à organiser. Et ce qui est très riche, c'est que souvent, je leur fais un petit diaporama pour leur expliquer ce qu'on va faire. Et puis, je leur dis, on va faire un mandala. Alors, comment on fait? Ah, bon, on utilise un compas. Je dis, oui, mais si on fait un mandala qui fait plus d'un mètre ou 2 mètres, comment vous faites? Et à ce moment-là, je leur dis, on va faire comme les anciens, à la ficelle. Et donc, c'est très riche de voir que même les garçons de CM2 disent toujours, ah, c'est la meilleure animation de l'année, on a tellement appris, parce que c'est justement apprendre les lois mathématiques par le jeu. Donc, on prend des craies, on prend des baguettes, on prend des rapporteurs, et comme ils le font, à l'ancienne, ils retiennent. Et beaucoup de parents m'ont dit, mais c'est incroyable, nos enfants qui ne comprenaient rien en maths, là, tout d'un coup, ils ont compris tout de suite, et ça y est, c'est intégré, c'est appris. En plus, c'est amusant à le faire. Donc, faire des mandalas comme ça dans les écoles, c'est vraiment à chaque fois un régal pour moi et une découverte pour la plupart des institutrices quand c'est la première fois, parce qu'elles découvrent des enfants. J'ai fait ça avec des enfants hyperactifs où les instituts me disaient, mais tel enfant ne tient pas en place 5 minutes et là, il met un grain de maïs à côté d'un grain de maïs et on n'entend pas pendant une demi-heure. Donc, vous voyez, vraiment, c'est des outils qui sont, je dirais, relativement faciles à utiliser et vraiment, on peut le faire partout, comme vous avez pu voir. Je l'ai fait sur l'herbe, je l'ai fait sur la pierre, sur du béton, sur du sable, sur du parquet en bois, même sur de la moquette. Enfin, vous voyez, on peut le faire partout. Et en plus, l'intérêt de faire ça au sol, parce que à part peut-être pour des personnes âgées, je fais toujours ça au sol ou au maximum parce qu'on est près de la terre, on est au contact du sol. Donc c'est mieux, ça permet à l'enfant d'être plus proche de la terre, de sentir la terre sous ses pieds, donc inconsciemment ou consciemment de s'ancrer et de s'enraciner. Et puis en même temps, comme c'est pas une tradition très développée en Occident de faire des activités au sol, en tout cas à l'époque, ça n'était pas beaucoup, eh bien, les enfants qui ont eu des traumatismes scolaires, je n'ai aucun problème avec eux parce que c'est quelque chose de différent. Donc, ils n'ont pas cette peur de se dire, ah, oh là là, je ne vais pas savoir faire, et puis le jugement, etc. Non. Vous voyez, c'est très spontanément, je dirais, ils sont captivés. Alors ça, c'est un exemple, par exemple, d'un mandala que j'ai fait avec une institutrice qui était un petit peu à l'ancienne, puisque c'était sa dernière année. Et ces enfants, c'était absolument fantastique parce qu'ils étaient tellement dégourdis, savaient manipuler le compas, déjà en CE2, c'était vraiment super. Et elle avait décrété que son dernier trimestre, elle le dédiait au mandala. Donc, j'y suis allée plusieurs fois. J'ai fait une fois du coloriage. Et puis après, avec ces coloriages, on a joué dans l'espace pour, à l'aide de leur coloriage, faire un nouveau mandala dans l'espace. Et puis voir comment on pouvait transformer en fonction des couleurs, en fonction de la géométrie différente, en fonction des motifs qui pouvaient être différents. Et toujours en respectant la personne à qui on avait mis, par exemple, un mandala. Et lorsque tout d'un coup, on lui dit, est-ce qu'on pourrait changer parce que ça serait peut-être mieux, on demandait toujours l'autorisation. Et en une séance, ils avaient un respect les uns pour les autres, c'était incroyable. J'en étais la première étonnée de voir combien ça peut être rapide. Et donc, ils étaient tellement, je dirais, habitués de faire plein de choses que je leur ai dit, écoutez, on va faire un grand mandala éphémère de la nature, mais c'est vous qui allez créer, c'est vous qui allez dire le motif que vous voulez faire. Donc,
J'aurais dit, vous faites un motif, vous arrangez entre vous, puis après on le réalise. Donc ils avaient tous voté à l'unanimité pour celui qui avait proposé les 4 saisons. On a juste rajouté la bordure d'un autre, parce que je leur ai dit, vous étiez 22, donc, eh bien, les 22, on a fait 22, je dirais, petits rectangles, et puis ils ont pu aussi faire chacun leur petit espace. Voilà. Alors, aujourd'hui, depuis que je suis en Haute-Savoie, il y a un petit peu moins d'espace plat, je dirais, évidemment en Touraine. Et j'ai eu moins l'opportunité d'avoir des grands espaces. Donc, j'ai donc un ami qui m'a fabriqué des supports en bois qui font 1,20 m de diamètre. Et je propose comme ça des ateliers pour les petits ou les grands où on fait différents mandalas. Alors, ça peut être des mandalas, vous voyez, de 1,20 m, et puis après, des plus petits. Comme ça s'est fait de façon individuelle. Et on peut jongler sur des différentes tailles et on peut faire ça en une journée, voire une demi-journée. Donc déjà, c'est un moyen pour, euh, pour des jeunes ou des moins jeunes, alors de faire ça en individuel ou en collectif, ou les deux, d'appréhender un petit peu qu'est-ce que peut être le mandala, tout en étant en contact avec tous les objets des différents règnes. Alors je précise qu'à part bon, le maïs, l'avoine, le blé, l'orge, etc., que j'achète ou que des agriculteurs me donnent, tous les autres matériaux, je les ai tous ramassés. Tous les coquillages, à part un ou deux types que j'ai achetés. Donc c'est vrai que c'est des années de pour moi c'était un régal de récupérer des coquillages sur le bassin d'Arcachon par exemple ou ailleurs. Et tous ces matériaux, on peut les réutiliser. Donc vous voyez, alors il y en a qui sont plus périssables, mais on peut utiliser. Après, il reste juste les fleurs fraîches. Mais on peut voir comme et c'est une forme d'honneur qu'on fait aux différents règnes, puisque on leur fait quelque chose de beau, on fait quelque chose d'harmonieux. Et ça, même les petits enfants, ils le sentent tout de suite. Et certains ressentent vraiment les énergies qui peuvent se dégager de ces mandalas. Alors, les mandalas de sable. Alors, les mandalas de sable, on en a fait moins. Les mandalas de sable, c'est quoi? Ben, c'est des mandalas réalisés avec des sables de couleur qu'on peut faire en individuel ou en collectif. Donc, alors à droite, vous avez ce qu'on appelle les shakpours, qui sont les instruments ou les outils qui sont utilisés par les moines tibétains, qui sont faits des 7 métaux comme pour les bols, et ils sont crantés. Ils ont un diamètre bien sûr différent. Et en fait, lorsque vous mettez le sable dedans et que vous passez soit un petit bâton métallique ou un bâton de bois dessus, sur l'écran, ça fait descendre le sable qui descend tout le long du chapeau et qui ensuite va sur le support. Et moi, la première fois que je les avais vus, les Tibétains, puisqu'ils chantent en même temps, mais on a l'impression que vous avez toutes les cigales qui chantent autour de vous. Donc, c'est tout à fait étonnant. Et il y a un petit coup de main à prendre. Et c'est pas toujours facile. Mais ce qui était étonnant, c'est que, en tout cas, dans cette expérience que j'ai vécue, là, en 2010, chez quelqu'un en privé qui m'avait demandé de montrer à ses amis comment on faisait les mandalas de sable. Je l'ai fait seule en plus. J'ai commencé à 8h30 du matin et j'ai fini à 9h du soir, avec juste une interruption pour le déjeuner. Et en fait, j'ai eu l'impression d'être totalement, je dirais, habitée par quelque chose, une espèce d'inspiration où j'étais absolument pas fatiguée. Alors mon ami m'avait mis un peu de la musique tibétaine, donc et c'est là où je me suis vraiment rendu compte de justement qu'est-ce que pouvaient vivre les moines d'une certaine manière. Et encore la différence, c'est que les moines ils reproduisent donc quelque chose qu'ils ont appris par cœur. Moi, je suis arrivée, je savais même pas ce que j'allais faire. Donc, hop, on a fait un petit tracé
Et puis, je suis partie. Alors les gens venaient régulièrement me voir. J'ai eu deux enfants qui sont venus, et qui m'ont dit, on veut mettre faire quelque chose. Donc, il y en a une qui a mis les petites cerises, d'autres ont mis des roses, ils ont participé. Mais en tout cas, pour moi, ça a été vraiment une très belle expérience de pouvoir vraiment ressentir, justement, lorsqu'on est un peu habité par une inspiration. Donc, et le français est quand même assez extraordinaire, parce que justement, lorsqu'on est dans l'inspiration et puis l'expiration, dans la respiration, en gros, eh bien, on peut vraiment se sentir inspiré. Mais encore faut-il faire le vide en soi au départ. Donc, les mandalas gourmands, c'est quoi? Ben, des créations culinaires qui sont faits à l'aide, donc, soit de légumes crus, des crudités, de salade, ou ça peut être fait aussi avec des fruits. Et puis, on peut y ajouter des plantes, des fleurs comestibles. Voilà. Alors, il y en a en haut, vous voyez, ça, c'est régulièrement des, ce que j'appelle des salades mandala ou des mandalas crudités que je fais pour des stages parfois. Donc, en général, ça donne envie. Lorsqu'on fait avec ça, avec les enfants qui ne mangent pas de cru, ou qui ont du mal à manger du cru ou des fruits, vous leur faites un atelier comme ça, ils mangent de tout. Donc, et quand je leur demande, je dis, mais comment ça se fait que tu as envie? Ah, mais d'abord, c'est beau, ça donne envie, et puis c'est moi qui l'ai fait. Donc, voilà, aux mamans, s'ils ont envie de faire ça, c'est vraiment, en plus, très sympa à faire ça à plusieurs. J'ai fait aussi des ateliers en collectif. Alors, avec certains mandalas qui font, voilà, plus d'1,20 m de diamètre. Donc, voilà, c'est vraiment une chouette expérience. Et en plus, on déguste, donc c'est quand même, c'est vraiment gratitude, gratitude pour la nature qui nous donne tant, et gratitude pour les petites mains qui l'ont fait, gratitude pour le moment passé à déguster tout cela. Alors j'ai fait aussi des grands mandalas gourmands à la Biocoop, donc à la Biocoop, j'habite pas très loin de Thonon. Donc et là j'en fais à peu près deux par an. Ou selon la saison, je fais donc ces grands mandalas. Parfois, j'ai un peu d'aide, parfois je le fais seul. Et puis, à chaque fois, je dirais, les gens je dirais, osent à peine en manger tellement ils trouvent que c'est beau et ils apprécient beaucoup, quoi, pour le regard. Donc, vous voyez que dans tous ces mandalas, on joue sur les cinq sens, que ça soit la vue, que ça soit le toucher, que ça soit l'ouïe parfois, plus rare, mais aussi le goût, l'odorat. Donc, on peut jouer sur tous les sens. Alors voilà, donc ça, maintenant, j'ai été aussi sollicitée pour faire des ateliers mandala. Les ateliers mandala, on en faisait souvent des grands, et puis après, j'en ai fait aussi en duo. J'ai eu une belle expérience où c'était des papas ou des mamans avec un enfant, vous voyez, un duo, un parent, un enfant. Et c'était absolument étonnant de voir ce qui s'est passé, notamment pour des papas qui étaient au départ du zoo, ouais. Et puis après, qui se sont pris complètement au jeu. Et en plus, ça permet à chacun de découvrir le potentiel créateur qui est enfoui parfois et qui peut se réveiller pour des choses vraiment sympas. Et puis après, à déguster ça, c'est quand même tellement sympa. J'ai fait comme ça un anniversaire pour un enfant de 9 ans qui m'avait demandé de faire ça. Ils étaient 9 ou 10 garçons. Au départ, quand je suis arrivée, je jouais au foot dans le jardin. Je me dis bon, ça va peut-être pas trop les intéresser. Ils se sont mis tellement au jeu. J'avais emmené un grand plateau marocain. Je me suis dit bon, on en mettra peut-être un deuxième, ça suffira. Bah, ils avaient fait le grand mandat. Après, on en a fait 5 autres. Tellement ils étaient enthousiastes. Et ensuite, ce qui m'a beaucoup interpellée, c'est de voir que parfois les enfants, bon, ils sont un peu, vous voyez, ils s'interpellent, ils se bousculent. Là, c'était une alchimie, ils étaient tous sur une même assiette, et puis voilà, et puis placer ça, c'était
On avait l'impression que c'était une vraie symphonie. C'était pour les mamans qui étaient là, on était tous les yeux grands ouverts. C'était vraiment un très beau moment pour tout le monde. Alors, quelques mots sur l'architecture et les jardins. Donc, la forme géométrique apparentée au mandala en Occident. Bon, ça, j'en ai parlé tout à l'heure déjà. Donc, alors, juste une petite précision concernant les labyrinthes. Donc, je l'ai, je crois, dit un tout petit peu, mais vous voyez, on voit très bien sur ce labyrinthe de Chartres. D'abord, dans leur construction, on s'aperçoit que lorsqu'on va dans cette cathédrale, hein, qui est quand même assez extraordinaire, la rosace nord, si on la bascule, on la projette sur le sol, elle fait pile poil la même taille que le labyrinthe et se met par-dessus. Bon. Alors les labyrinthes, vous pouvez voir, comme les médiévaux, comme ça, il y a une entrée, une sortie, donc on ne se perd pas dedans. On marche dedans et en fait, le fait de ne pas avoir de piège, comme on peut avoir dans les dédales, tout de suite, les personnes se calment immédiatement. C'est très, très rapide. Et ils déambulent dans ces labyrinthes. Et c'est comme si c'était vraiment une marche initiatique. Donc, c'est comme un déambulatoire, les labyrinthes. C'est-à-dire, c'est pas juste on regarde, mais on fait la marche initiatique. Et en fait, on part de l'extérieur, qui représente un peu le monde physique. On va vers l'intérieur, qui est vers l'unité. Vous voyez, à Chartres, c'était en fait une rose qui était représentée au centre. Et ensuite, on repart dans l'autre sens, c'est-à-dire c'est comme si on s'était détaché, on s'était dépouillé de tout ce qui était en trop, de tout ce qui pouvait nous encombrer. On va au centre, on trouve l'unité et on repart vers comme si on vivait une naissance pour repartir différent. Et en fait, ce qui se faisait à l'époque, comme je le disais, par rapport aux pèlerins qui ne pouvaient pas aller à Jérusalem, ils le faisaient en chantant et à genoux. Donc, c'était un peu comme les Indiens en Inde qui font des parcours autour de certaines montagnes sacrées, qui font ça à genoux. Vous voyez, ça peut paraître un peu curieux, mais et lorsque le labyrinthe de Chartres, vous avez la possibilité de le faire au moment du solstice de juin, donc quand justement les chaises sont enlevées, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y avait à ce moment-là au solstice? Et en fait, ce qui est pas toujours connu, c'est que le soleil, au moment du solstice, il passe directement, alors je me rappelle plus exactement quelle rosace, mais il passe par la rosace. Les gens autrefois, lorsqu'ils arrivaient au centre, se mettaient sur le dos avec des bras écartés et le soleil touchait juste au niveau du cœur. C'était comme si c'était, voilà, c'est l'initiation pour éveiller la dimension du cœur. Donc, pas trop étonné de se dire, quand on fait ça, on sort un peu différemment. Voilà. Moi, j'aime particulièrement Chartres. Je trouve qu'il y a une énergie très particulière. Bon, malheureusement, ça a peut-être bougé depuis, ça fait longtemps que je suis pas allée. Mais voilà, les labyrinthes, c'est vraiment quelque chose de sacré et on peut encore les faire aujourd'hui en les faisant soit symboliquement, on peut les faire de façon, je dirais, initiatique sur du papier. C'est vraiment c'est très intéressant parce que justement, c'est pas seulement le regard ou comme des vitraux où certes inconsciemment on est touché par la lumière ou par quelque chose, mais là on est actif. Donc il y a quelque chose d'un autre ordre qui se passe. Alors au niveau des jardins, bon bien sûr, des jardins avec de la géométrie, ça date pas d'aujourd'hui. On trouve encore beaucoup de documents, pas mal en Italie, avec des jardins en Toscane, vous voyez, où c'est ce qu'on appelle un peu les jardins à la française, qui suivaient un peu cette géométrie complexe. Il y a bien sûr, vous voyez là, ça, il est en Angleterre, celui en dessous, avec un labyrinthe un labyrinthe en herbe. Et bien sûr, il y avait tout ce qu'on appelle les jardins des simples dans les monastères, ces espèces de carrés où on plantait des différentes plantes. Et
qui était entretenu de façon très respectueuse, en harmonie avec le vivant, de façon sacrée. Et le mot sacré, c'est pas juste religieux. Le mot sacré, c'est vraiment cette notion d'être en connexion avec le vivant et de vraiment être, c'est vraiment ce qui nous relie au monde du divin, que ça soit du cosmos au monde terrestre ou inversement. Donc, et non pas, donc quand on parle de sacré, parfois les gens, ils, ils ont perdu la notion de ce que ça peut être vraiment. Parce que le sacré, c'est ce qui nous relie vraiment à notre intériorité, à notre profondeur vraiment, et nous permet de découvrir, vraiment de ressentir comment le vivant est organisé, comment il s'ordonne de façon harmonieuse, de façon équilibrée. C'est vraiment le sacré, c'est la révélation du vivant qui nous donne à voir quelque chose d'un autre ordre. Et c'est pour ça que même inconsciemment, même les enfants, lorsqu'on on les emmène dans les jardins, ils sont touchés parce que ça parle quelque part à notre partie parfois inconsciente. Et c'est très important aujourd'hui où on vit dans une époque où des églises sont brûlées, où on ne croit, sans croire forcément à une religion, mais de garder cette sensation du sacré par rapport au monde vivant, tout simplement, sans mettre de religion, sans mettre des codes ou des croyances diverses ou variées. Alors, le jardin mandala, c'est quoi? C'est un jardin, alors qui peut être potager, ornemental, médicinal ou un mélange des genres, avec une forme géométrique du mandala. Donc, vous voyez ici, ça c'est le mandala qui fait donc 18 mètres de diamètre. Donc, on a fait forcément tout un travail sur la terre au préalable. Puis ensuite, on a fait un dessin. Donc, en fait, souvent, quand je propose aux personnes d'élaborer un dessin, on fait tout de suite très compliqué. Or, la nature, c'est pas la peine de faire des choses très compliquées parce que de toute façon, dès que les plantes, elles grimpent, bah, les petits détails, etc., on les voit plus. Donc, la nature est simple, mais vivante. Donc, ça nous rappelle aussi à nous d'être simples, d'accepter la nature juste dans ce qu'elle nous présente. Et lorsqu'en plus on connaît un peu les techniques de permaculture, et puis avec aussi cette connaissance de la médecine chinoise, hein, c'est-à-dire qu'on met les éléments, les végétaux, en fonction de direction et en fonction du côté feu, eau, terre ou air, qu'elle possède en majorité. Alors justement les plus sacrés qui ont été utilisés d'ailleurs dans les différentes royautés, hein, c'est la rose, hein, c'est le lotus, c'est le lys, vous voyez. Donc c'est des fleurs qui justement ont pratiquement autant d'éléments au niveau des éléments feu, air, terre et eau, à peu près à un même degré. En général, on les met au centre. On met quelque chose de beau au centre. Ça peut être une sculpture, ça peut être une fontaine, quelque chose qui parle au cœur, qui parle aux âmes des gens qui vont venir dans le mandala. Ensuite, quand on plante les éléments, les végétaux, en fonction de cet ordre, on s'aperçoit qu'en fait, après, il faut très peu faire de choses dedans parce qu'il y a comme une harmonie qui se fait. Et Margot Lemoun, qui avait fait donc qui a conçu un peu ce concept au départ, qui avait fait un des premiers jardins mandala chez Philippe Desbrosses en Sologne. Philippe Desbrosses qui a créé le label AB. Hein, donc, et c'était dans un endroit qui était un marécageux, où il y avait de la forêt tout autour. Donc, ils ont déjà enlevé un peu le trop d'eau. Ils ont fait une petite, comment dire, un petit étang au centre. C'était un mandala qui faisait à peu près 25 mètres de diamètre ou 30, je sais plus, enfin bon, vraiment grand quand même. Et puis, quand ils ont commencé à mettre les choses dedans, ils se sont dit, mais nous, on est à côté de la forêt. Est-ce que les sangliers, tout ça, les animaux vont venir tout détruire?
Eh bien non, ils ont été stupéfaits de voir que soit les animaux venaient boire dans les temps qui étaient au centre, ils prenaient les allées, les petits animaux venaient, alors certes peut-être des petits venaient manger un peu quelques salades ou des choses, mais tous les gros animaux, que ce soit les sangliers, les cerfs, les biches, ne rentraient pas dans le mandala. C'est comme si vraiment l'intention qui était de faire quelque chose de sacré, les animaux le sentent, les plantes le sentent. Donc, et souvent, lorsqu'on travaille, qu'on met notre énergie, notre intention, lorsqu'on fait un mandala, que ce soit jardin ou même autre, hein, mandala gourmand, mandala qu'on met une notion d'amour, c'est rendu au centuple. C'est-à-dire que on ressent l'énergie, on sent bien. Souvent, les gens, quand ils disent qu'ils font du jardinage, ils se sentent bien, mais là, c'est encore plus décuplé. Donc, en tout cas, pour moi, ça a été aussi qui était plutôt une personne élevée en ville, là, au départ, en tout cas. Ça a été vraiment un chemin de transformation aussi à ce niveau-là, de voir combien le respect de la nature, on reçoit en échange beaucoup plus quand on le respecte. Alors, on pourrait parler beaucoup hein, sur les jardins mandala, mais c'est pratiquement une conférence, une conférence sur ce sujet qu'on peut faire. Donc, je vais un peu terminer par l'apport des mandalas. Donc, colorier ou peindre un dessin centré, réaliser un mandala éphémère quel qu'il soit ou permanent permet donc de se centrer ou de se recentrer, d'améliorer sa concentration et son attention, de se structurer, c'est-à-dire vraiment de trouver ou de retrouver des repères, de s'auto-affirmer, parce que surtout quand on en fait plusieurs, chaque mandala étant unique, à chaque fois on s'affirme de façon différente. Et ça permet de gagner de la confiance en soi. Alors bien sûr, on stimule sa créativité, on la développe, on stimule tout ce côté. Et même si moi je fais une grosse différence entre la créativité et la création, mais on est obligé de passer par l'étape créativité au départ pour pouvoir justement permettre de se dépouiller de toutes nos croyances, de tous nos jugements, de tout ce qui nous encombre, pour ensuite être vraiment à l'écoute de l'information qui descend du divin pour aller vers un processus de création. Et puis ça, on n'y arrive pas toujours, hein, c'est selon le moment. Mais j'ai pu m'apercevoir justement en ces 30 ans, notamment avec les mandalas éphémères, qu'au départ, au bout d'un moment, quand j'en faisais beaucoup des grands de 14 mètres de diamètre, où vous voyez que les gens ne supportent pas de laisser un petit espace de libre, il faut absolument qu'ils mettent quelque chose, et quand vous leur dites, ils vous regardent comme si vous étiez un extraterrestre, au bout d'un moment, je dis, moi, stop, je vais pas faire le garde-chourme, bon. Et puis, les organisateurs me disaient, mais c'est tellement important que tu viens, que tu continues, parce que les enfants, ils réclament. Et je me suis dit, OK, je vais continuer au moins pour éveiller cette créativité qui change un peu des smartphones, enfin, ou de tout ce qu'on peut proposer maintenant de virtuel, parce que là, on est dans la matière, on est en lien avec autre chose, pour apporter justement cette beauté, cette harmonie qui manque tellement. Donc, développer que ce soit sa créativité ou pour aller ensuite dans la création, c'est à la limite pouvoir le faire tous les jours, pouvoir le faire dans l'instant, dans sa vie, hop, ou dans la vie tout simplement. Et pour ça, c'est tout un cheminement en conscience qui se fait. Alors, on l'a pas tout le temps, évidemment, mais plus on le fait, plus on ressent de la joie qui vient, plus justement on perçoit qu'on trouve sa place et qu'on est à sa place dans ce monde qui pourtant n'est pas toujours facile. Donc, faire un mandala, ça permet de s'intérioriser, de se ressourcer, de trouver du calme et de trouver des moments de détente, bien sûr.
ça permet d'aller un peu à la rencontre de son monde intérieur, qu'on ne connaît pas toujours, ou qu'on ne connaît pas assez, ou qu'on connaît peu, pour justement découvrir tous ces potentiels. Pour moi, on est tous des créateurs à l'intérieur, quelle que soit la création qu'on fasse, que ce soit, c'est pas forcément artistique, faire de la cuisine, faire de la couture ou faire, je sais pas quoi. On a tous quelque chose, on est tous venus avec un potentiel qui est caché parfois et qui a envie de se révéler. Cet enfant qui est en nous et qui a envie de se révéler à travers un acte de création. Et tout cela, c'est pour aller justement vers l'équilibre, l'harmonie et puis la joie. Alors, vous me direz, tout ça, c'est des mots. C'est des mots, et je suis d'accord avec vous, même si pour moi, ils me parlent, hein, c'est parce que je les ai vécus d'intérieur. Mais ce qui est avant tout important, c'est de vivre l'expérience soi-même. Et pour être dans la présence, c'est différent un peu. C'est des ateliers que j'ai faits en juin-juillet près de Villefranche. Et de voir avec les petits ou les grands, vous voyez, c'est des petits moments privilégiés et qui permettent de telles transformations. Quand vous voyez les gens qui commencent et qui finissent après, on a l'impression que c'est pas les mêmes. Donc c'est tellement riche. Et puis, pour moi, de continuer, parfois c'est pas toujours simple, hein, mais de continuer cette envie de transmettre cette notion de mandala et de les faire réaliser. Ben, ça me permet, comme ce petit garçon que vous voyez là, quand je l'ai rencontré, il n'était pas bien, il vivait quelque chose de très difficile, et au bout d'une matinée, au bout d'une journée, voilà comment il était. Pour moi, c'était cadeau. Dès que je vois les étoiles dans les yeux des enfants, notamment, je me dis c'est gagné. Comme cet enfant autiste qui, quand je lui ai proposé d'écrire son nom tout à fait au centre du mandala, on a fait les 4 saisons. Il m'a regardé avec des yeux, il était tellement fier. On avait l'impression qu'il y avait quelque chose de complètement nouveau qui se faisait. C'était pour moi tellement beau et simple. Et en même temps, je n'oublie pas tous ces moments de partage. Ces partages que j'ai fait avec donc mon amie Marinette, qui était mon associée pendant 7 ans dans l'aventure Mandala. Ces partages avec ces moines, si différents de nous, et on a tellement partagé de moments, on n'a pas fait de mandala, bien sûr, parce que ils en faisaient pas à ce moment-là, mais on a tellement partagé des moments uniques, c'est resté pour nous tous, pas tous ceux qui ont participé à ce voyage, vraiment des moments inoubliables. Et puis aussi, par exemple, quand je suis allée au Pérou, on a fait ce mandala avec des Péruviens qui, mandala, ne connaissaient pas du tout. Alors, on a suivi des traditions, c'est-à-dire qu'on a fait selon les chamans du coin en fonction des pierres ou des directions qui étaient sacrées. On a utilisé, évidemment, j'avais pas tous mes coquillages, hein, on n'avait pas pris ça en avion, mais on a utilisé des symboles Inca ou les symboles qui sont encore utilisés dans leur tradition. Puis on a fait une spirale, justement, une spirale. Et cette femme que vous voyez tout en bleu, elle est venue me voir. Moi, je parle pas espagnol, mais avec une traductrice. Puis elle m'a demandé, expliquez-moi, qu'est-ce que c'est? Alors, je lui explique. Et puis, elle m'a dit, vous pouvez venir avec moi au centre? Je dis, bien sûr. Alors, elle a fait un rituel. Moi, j'ai rien compris, parce que je parle pas espagnol, mais je sentais qu'il se passait quelque chose de très fort. Et tous les gens qui étaient autour, il n'y avait pas une mouche qui volait. Et en fait, après, on m'expliquait qu'elle faisait un rituel parce que à cet endroit, non loin de là où il y avait ce mandala, c'était une région où, en fait, par les différents fleuves qui vont vers les différents océans. Et elle faisait une bénédiction avec le mandala et pour le mandala pour que jaillisse de cet endroit, au niveau énergétique, quelque chose qui soit dans l'ordre de la communion.
Et après, cette petite dame, qui était toute petite comme ça, mais qui avait un regard extraordinaire, je me suis dit, mais elle sort d'où? On m'a dit, mais c'est une des chamanes d'Amazonie la plus connue, la plus réputée. Voilà. Malheureusement, je ne parlais pas l'espagnol, mais à travers le regard, ça suffit. C'était un partage qui, pour moi, reste inoubliable au niveau du cœur, bien sûr. Alors, encore quelques mots, parce que je ne peux pas faire de dessin. Et l'apport d'un mandala, c'est aussi, en tout cas pour moi, ça a été d'explorer les formes et les couleurs, d'autres formes d'expression, bah justement en proposant des mandalas éphémères. Moi, je connais personne. Enfin, j'ai formé quelques personnes, mais il n'y a pas grand monde qui en font. De nouveaux univers culturels, justement en échangeant avec d'autres cultures, de favoriser donc une plus grande conscience de soi, des autres et de son environnement, et puis d'être humble. Moi, j'oublie jamais que l'humus, hein, qui est à l'origine des mots humilité et de bien d'autres mots, c'est d'être près de la terre, d'être reconnaissant, d'avoir la gratitude pour la terre qui nous porte. Mandala, faire un mandala, c'est aussi intégrer la relation entre des espaces différents. L'espace intérieur et l'espace extérieur. Je veux dire à l'intérieur de soi, hein, bien sûr. Comme je disais tout à l'heure, de trouver sa place et d'être à sa place. C'est prendre aussi conscience de son identité. On a chacun des racines en fonction des pays où on est né ou où on a vécu. On a des lignées familiales différentes. C'est prendre conscience aussi de ses réelles qualités d'être. C'est aussi se laisser guider par justement son intuition profonde. Comme je le disais tout à l'heure, de respirer pour être dans l'inspiration, dans un acte de créateur. C'est-à-dire vraiment laisser venir à soi l'information qui vient du divin sans avoir comment dirais-je, de biais, de trucs biaisés de projection. Non, mais c'est laisser vraiment canal pour sentir simplement l'amour qui descend et qui nous donne envie de créer. Et c'est justement dynamiser ce potentiel créateur de la vie, tout simplement. Donc là, c'est juste pour ceux qui le souhaitent. C'est les différents ateliers que je propose. Alors, j'ai créé récemment, je suis toujours le Jardin du Créateur, cette association avec laquelle je fais des mandalas dans les écoles ou dans d'autres institutions. Et je me suis mis aussi auto-entrepreneur pour faire aussi des activités, que ce soit chez les privés ou dans les petits groupes. Donc, mon site est en construction, il n'est pas encore fait. Mais voilà, ceux qui souhaiteront pourront me joindre s'ils ont envie d'échanger, enfin plutôt de partager. Et puis, s'ils souhaitent que je vienne créer quelque chose dans leur région, je bouge, hein, il n'y a pas de souci. Et puis, je finirai cette conférence par cette phrase qui est d'un moine. Le mandala est un sentiment d'existence totale où nous sommes au centre. Cette photo, elle a été réalisée lors d'un colloque qui était en lien avec la Terre. Il y avait Pierre Rabhi, il y avait Nicolas Hulot, il y avait plein de gens connus. Et puis, il m'avait demandé justement de faire un grand mandala qu'on a fait sur les 3 jours. Et puis, vous voyez, on avait fait justement, concernant la thématique, on avait fait le centre en sable. C'était des restes de sable que les Tibétains m'avaient laissés. On avait fait un grand cœur sur lequel, et puis à l'intérieur, on avait mis la terre. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, les gens, on ne les sentait pas très bien parce qu'ils avaient visualisé une vidéo qui était assez pessimiste. Et du coup, justement, j'étais avec Marc Grolimund, qui connaissait bien cet endroit, et il m'a dit, il faut qu'on fasse quelque chose, on ne va pas laisser les gens comme ça, qui sortent complètement plombés. Alors on s'est dit, allez, on va mettre des bougies, puis on va proposer de faire un petit cercle. Bon. Donc on a mis des bougies au centre, on a mis des bougies tout autour, chacun une bougie. On a fait une petite méditation. Après, les gens allaient très bien. Un ami photographe a pris la photo, et voilà le rendu. C'est-à-dire ne jamais oublier que dans la vie, tout est vibration et énergie.
Donc, on n'est pas là juste pour subir. On peut être aussi conscient et participer à transmettre une énergie qui est positive. Et lorsqu'on le fait, on reçoit ces cadeaux comme ça parce que pas possible de dessiner un élan d'une bougie comme ça. Voilà, je vous remercie infiniment. Merci, ça a été un peu plus long que je ne pensais, mais en fait, je t'ai surtout pas interrompu parce que il y avait une vraie ambiance, il y avait vraiment quelque chose que tu transmettais, et j'ai senti qu'il fallait pas bouger. On avait fait une répétition ensemble où on était arrivé à peu près à 1h15 et là on est presque à 2 heures, on est plutôt à 1h 3 quarts. Oh, Alors, s'il y en a qui ont des questions, la question que j'ai envie de te poser, c'est de savoir, tu parles de ton processus de transformation à toi-même, bon, qui s'est fait sur plusieurs années en contact avec ces mandalas. Mais ce que je voudrais que tu développes un peu, parce que tu sembles dire que lors d'une seule session, tu as parlé par exemple d'un père avec son fils, euh, même un mandala pendant je sais pas combien ça dure, 1 heure ou 1 heure et demie, bah, il y a un apaisement qui arrive. Tu as parlé de ces enfants qui jouaient au foot aussi, des petits garçons qui étaient là et dont tu pensais que ça allait être très difficile de les amener. Et puis, bah, ils arrivent à se centrer, quoi. oui. Ouais. Donc c'est ce processus dont j'aimerais bien que tu nous parles un peu. Alors, je dirais que chaque situation est différente, euh, mais c'est peut-être un peu indépendant de ma volonté parce que moi, je propose, souvent d'ailleurs, les instituts, ils me disent, mais tu donnes très peu de consignes parce que j'ai toujours eu l'impression que le mandala, de par sa géométrie ou de par sa forme, impose, alors peut-être inconsciemment, une forme de respect. Alors, c'est vrai que il m'est arrivé une fois, par exemple, de faire un mandala avec des enfants comment on appelle ça, hyperactifs. Mhm. Et au départ, ils étaient tellement excités parce qu'ils étaient tellement contents de faire quelque chose de différent, c'était ingérable. Donc, on a été obligé de les séparer, de faire deux groupes. Et il y avait un peu, heureusement, d'autres parents. Et on a été obligé vraiment de cadrer, mais parce qu'ils étaient tellement, c'est comme s'ils avaient tellement d'énergie de création à donner. Ouais. Donc, je dirais, je m'adapte à chaque situation. C'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère faire des petits groupes, parce que quand j'ai fait ces grands mandalas de 14 mètres de diamètre, c'était sur un week-end souvent, il y avait 15, il y avait vers la fin, j'ai fait 7 ans d'affilée dans la même commune avec une thématique différente à chaque fois. Il y avait pratiquement 12 000 à 13 000 visiteurs les Ouais. dernières années. Moi, j'ai trouvé ça ingérable. J'étais obligée de faire le garde du chourme. Moi, ça m'intéresse pas. Oui, bien sûr. Ouais. Donc, je dirais que maintenant, c'est pour ça, à la limite, je préfère faire des des petits ateliers, parce que c'est plus intime, c'est plus intimiste. Donc, Et donc, ce que tu appelles un petit atelier, c'est combien de personnes? ça peut aller c'est bien quand il y a une dynamique de groupe quand même. Moi, je dirais, c'est bien le 6 c'est, je dirais, le minimum. Et puis D'accord. après, ça peut aller après, ça dépend ce qu'on fait, hein. Ça peut être aller jusqu'à une quinzaine de personnes. D'accord. Ok. Ben écoute, beaucoup de personnes qui nous disent Sandrine, quel bonheur, quel amour des mandalas, des autres et de la vie. Merci Elisabeth, partage si riche. Merci beaucoup, c'était vraiment inspirant. Merci pour cette conférence. À tout bientôt à Villefranche, etc. Alors Nathalie qui nous dit autant la méditation a été étudiée par les neurosciences et les créateurs de mandalas ont-ils été l'objet d'une étude? Est-ce que on a pu faire des études sur avant le mandala et après? Je ne sais pas, par exemple, sur le rythme cardiaque, la pression artérielle ou que sais-je. Alors, à ma connaissance, je pense pas. Enfin, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, pas à ma connaissance. Mais je sais que, par exemple, Mathieu Ricard, par exemple, a beaucoup participé à des études
mais plus sur la méditation, sur Oui, la c'est ça. facilité. Mais je sais même pas si lui, il fait des mandalas. C'est pas sûr, hein, peut-être qu'il n'en fait pas, je ne sais pas. Mais alors évidemment, les moines tibétains, c'est un peu particulier parce que c'est dans leur projet de Oui. vie, donc pour eux, c'est naturel. Et puis ceux qui font des mandalas, alors il y a beaucoup de gens qui font du coloriage et tous disent qu'en général, ça leur fait du bien, mais à mon sens, hein, mais ça c'est peut-être un jugement que je fais. Pour moi, le coloriage, c'est bien pour un début, mais ça, pour moi, ça reste limité. D'accord. Après, je trouve que ce qui peut être intéressant, c'est d'aller plus loin que Oui, ça. c'est-à-dire de travailler avec de la matière, quoi. Oui, avec de la matière. Et puis, comme je le disais, mais c'est déjà une étape, hein, de colorier, c'est-à-dire que ça veut dire que quelqu'un ne réfléchit pas au mandala qu'il fait, ne produit pas. Oui. C'est un peu comme les moines qui répètent de mémoire. Donc, déjà, au moins, ça permet de détendre, ça permet de lâcher des tas de tensions. C'est une première étape. Après, c'est de passer à la création. C'est une autre étape, ça. D'accord. Parce qu'il y a des gens, enfin souvent pour les artistes, la création devant, que ce soit la feuille blanche ou bien le tableau blanc, ça peut être angoissant au début. C'est pour ça que moi, quand je fais mes ateliers d'initiation au mandala, je ne commence jamais en demandant aux gens de créer directement un mandala. Je passe par des étapes. Mhm. Voilà. Ok. Ben écoute, très bien. Merci Elisabeth. Merci à tous. Voilà, il y avait entre 30 et 40 personnes D'accord. qui étaient en direct. Et puis encore une fois, ben, je renverrai à tous le replay. Voilà, merci Elisabeth. Merci. Merci à Merci. tous. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, bonsoir. Merci à tous.